Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. L'ancien directeur général du FMI, Michel Kandessus, est à Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il est depuis hier à Yamoussoukro. Hier jeudi, il a échangé avec la jeunesse de Côte d'Ivoire à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. C'était autour du thème « Défi de l'émergence pour la jeunesse africaine ». C'était en présence de certains membres du gouvernement et du vice-président de la République. Jean-Jacques Kwame, notre reporter, lui aussi y était pour RTI. Pour sa deuxième conférence depuis son arrivée ce lundi, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessus, a fait cette précision face aux jeunes. La Côte d'Ivoire est au seuil de l'émergence. Quand je vois un pays croître sans inflation et avec endettement maîtrisé au rythme d'environ 8 à 9%, je dis qu'en effet, il entre dans l'émergence et il va devoir désormais se colter non seulement avec ce qui reste encore, et il y en a beaucoup, de pauvreté dans votre pays, mais avec le changement de modèle de production, une industrialisation tournée évidemment vers beaucoup plus de transformation, mais aussi d'accession aux secteurs les plus pointus des productions industrielles grâce à une recherche de qualité. Tout ceci est en train de se mettre en place, tout ceci est en train de se produire, et c'est la raison pour laquelle je pense que le seuil vers l'émergence est en train d'être franchi, et c'est une grande victoire pour votre pays. Après cette précision, l'ancien patron du FMI a donné sa vision du continent africain à l'horizon 2050. Un continent avec plusieurs opportunités, une démographie d'environ 2 milliards à 500 000 habitants, une croissance annuelle de plus de 3% par an, une percée des économies émergentes, une urbanisation galopante de la population et surtout une explosion des classes moyennes. La question pour Michel Kandessus, c'est comment l'Afrique y va avec toutes ces opportunités. Cela passe par une lutte contre la pauvreté, le renouvellement de la gouvernance mondiale, le changement des cultures et une finance plus proche de l'économie. Pour le conférencier, le nouveau départ du continent africain passe par un changement du modèle économique. Le modèle économique d'aujourd'hui est maintenant désuet. Il ne cadre pas avec ce que nous savons des avancées du monde. Eh bien, le fait que nous soyons obligés de revoir nos modèles économiques est peut-être une bénédiction. Ils peuvent être meilleurs, ils pourront mieux être tournés vers la promotion des plus pauvres. Ce vendredi, l'ancien directeur général du FMI va prononcer une conférence, toujours à Yamoussoukro, sur le thème « Paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique ». Reportage signé Jean-Jacques Kwame. De retour ici à Abidjan, la Chambre de commerce et d'industrie a organisé hier jeudi 31 mai, en partenariat avec le Forum économique mondial, un séminaire régional sur le thème « Compétitivité en Afrique de l'Ouest, état des lieux et perspectives ». Ce séminaire qui s'est ouvert ici à Abidjan en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'on y a effectué une importante communication sur les réformes engagées par le gouvernement pour assurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Regard croisé de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Forum économique mondial sur la compétitivité de l'économie ivoirienne. La tenue de ce séminaire est l'occasion pour les différents acteurs des secteurs publics et privés d'échanger sur les réformes mises en œuvre en vue d'améliorer l'environnement des affaires. L'enjeu pour nous est bien sûr de doter notre pays d'un avantage comparatif au sein de la sous-région, en Afrique et dans le monde. Ce séminaire en Afrique de l'Ouest vient à point nommé, car il se situe dans un contexte relativement favorable, où la croissance du PIB dans l'UEMOA se situe à un niveau encourageant comparativement à la plupart des espaces économiques dans le monde. Si la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest a stagné au cours de la dernière décade, certaines économies, comme celle de la Côte d'Ivoire, ont connu une croissance rapide. Ceci en raison des réformes engagées par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien a mené des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires à travers notamment la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Il y a également, au titre de la gouvernance,
la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la mise en place récente de la Cour d'appel du commerce le 17 mai dernier. En Côte d'Ivoire, nous investissons annuellement 30% du budget de l'État dans le financement des infrastructures. En ce qui concerne l'éducation, nous allouons plus d'un tiers de notre budget annuel aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes. Malgré un environnement économique difficile, la Côte d'Ivoire continue de maintenir son taux de croissance. Celui-ci était de 7,8% en 2017. Organisé en collaboration avec le Forum économique mondial, ce séminaire est le premier du genre à se tenir en Afrique de l'Ouest francophone. Il marque la volonté de cette organisation internationale de se rapprocher de la réalité du terrain et de s'imprégner de l'expérience de ses membres. Parlons un petit peu agriculture, c'est en bref et en images. La mise en place du collège des producteurs de la filière EVA prend un tournant décisif avec le lancement hier jeudi du processus de recensement des producteurs à la place Elengan d'Aboisseau. Les producteurs des 18 régions ont 25 jours à compter de ce vendredi 1er juin pour se faire recenser afin de reconstituer la base de données des producteurs. Toute chose qui permettra l'établissement d'un listing électoral fiable, puis suivra l'organisation d'élections juste afin de désigner le représentant des producteurs dans le collège de l'interprofession de la filière EVA. C'est la stupeur à Madrid et dans le monde du football. Zinedine Zidane a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur du club de football espagnol, le Real Madrid. Le Français venait pourtant de remporter une 3e Ligue des champions UEFA d'affilée avec les Madrilènes. Il est par la même occasion devenu le premier coach à aligner 3 victoires de suite. On écoute. La conférence de presse a été convoquée, Manu Militari, au centre d'entraînement du Real Madrid. Un secret bien gardé par Zizou qui laisse un héritage grandiose au club merengue. 3 coupes aux grandes oreilles, 2 coupes du monde des clubs de la FIFA, 2 supercoupes de l'UEFA, un titre de champion d'Espagne en 2017, arraché de haute lutte au rival, le FC Barcelone. Tout cela en 2 ans et 4 mois de présence sur le banc du Real Madrid. Jamais dans l'histoire, un entraîneur n'avait réussi à mettre le club madrilène à ce top niveau. Madrid m'a tout donné. Et je resterai toute ma vie près de ce club, quoi qu'il arrive. Mais ma décision, elle n'a pas de sens, elle n'est pas compréhensible pour beaucoup, mais pour moi, elle a du sens. Pour moi, c'est le moment de changer. Distingué meilleur entraîneur en 2017 par la FIFA, Zizou laisse derrière lui un club orphelin, dont l'héritage sera difficile à porter par son remplaçant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier une résolution qui donne 1 mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix, sans quoi les diplomates pourraient sanctionner 6 nouveaux individus, dont les ministres de la Défense et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. 9 pays ont voté en faveur de ce texte, 6 se sont abstenus, dont l'Éthiopie, acteur clé des négociations, qui doit craindre que ce vote ne fragilise un peu plus des négociations de paix déjà laborieuse. Et puis, pour refermer ce journal, sachez qu'il est très rare que le Canada montre les dents aux États-Unis, mais le Canada vient de répliquer à son tour à la décision du gouvernement américain d'imposer 25% de droits sur l'acier importé de ce pays et 10% sur l'aluminium. Le Premier ministre Justin Trudeau dénonce ces tarifs inacceptables de la part de son plus proche partenaire commercial et annonce à son tour des mesures protectionnistes frappant l'acier et l'aluminium américain ainsi qu'une foule d'autres produits courants fabriqués aux États-Unis dès le 1er juillet prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de Nessie.